Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble à une question essentielle, mais que, honnêtement, j'ai hâte d'arrêter d'aborder. L'étiquette d'éducation bienveillante. Et si on arrêtait de parler d'éducation bienveillante? En fait, je me demande encore pourquoi on a besoin de cette étiquette. Pourquoi on doit encore préciser que l'éducation peut être respectueuse et humaine. Après tout, quand on y pense, on parle pas de couple bienveillant ou d'amitié bienveillante parce que ça va de soi. Pourquoi on chercherait autre chose que ça? Alors, pourquoi cette distinction quand il s'agit des enfants? Honnêtement, je rêve du jour où on parlera plus d'éducation bienveillante. Parce que l'éducation, par essence, sera naturellement respectueuse de l'enfant, de ses émotions, de son développement et de ses besoins. Le problème, c'est plus l'interprétation puis la compréhension qu'on se fait de cette éducation-là. La pression qu'on se met pour toujours être calme ou les différents mythes qui sont associés à l'éducation bienveillante. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une invitation à prendre du recul sur les mots qu'on utilise, mais surtout sur ce qui révèle de notre société puis de notre vision de l'enfance. C'est ça qui est important par rapport à l'éducation bienveillante, en fait. Dans cet épisode, je vais déconstruire quelques mythes, replacer l'éducation dans son essence même, et je vais m'appuyer sur la science pour comprendre pourquoi certaines pratiques éducatives ne fonctionnent tout simplement pas. Je vais aussi, au travers, faire des liens avec différents épisodes, dont mon épisode avec Catherine Simon-Paquette, l'épisode 36, où on a parlé de ce que la science dit de l'éducation bienveillante. Catherine, elle est psychologue, chercheuse dans le domaine, nous apprend sur l'éducation respectueuse. Je vais aussi faire des liens avec l'épisode 33 que j'ai enregistré avec Sarah Hamel qui nous a aidé à mieux comprendre l'instinct de contre-volonté. Donc, pourquoi certains enfants résistent plus que d'autres aux contraintes et pourquoi c'est nécessaire dans le développement. Alors, on va commencer avec un point fondamental. L'éducation bienveillante, ce n'est pas une méthode, c'est juste de l'éducation. On parle d'éducation bienveillante comme si c'était une méthode spécifique, un choix parmi tant d'autres. Mais en réalité, par définition, l'éducation devrait toujours être un accompagnement respectueux et structurant et bienveillant. C'est une question de droit. L'enfant est un être de droit qui n'a pas à mériter son respect. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre Marion Cuerc à ce sujet-là. Vous pouvez trouver son profil sur Instagram. C'est une spécialiste des droits de l'enfant qui nous a aidés à comprendre de nombreuses situations. Prenons un instant pour inverser la perspective. Je reprends mes exemples. Imaginez si on disait moi, je suis pour le couple bienveillant. Oh non, moi, ça me parle pas du tout, j'y arriverai pas. Moi, je prône l'amitié bienveillante. Oh non, là, il va y avoir de l'abus, c'est sûr. Ça semblerait étrange, comme si la bienveillance était une option plutôt que la norme, évidente dans toute relation humaine. Pourquoi alors on continue de préciser qu'une éducation devrait être bienveillante? Pourquoi on a besoin de ce qualificatif pour parler d'un enfant alors qu'un adulte, lui, n'a pas à prouver qu'il mérite d'être traité avec respect? Bon, maintenant que j'ai posé la réflexion, on va aller voir quelques mythes qui circulent encore sur l'éducation bienveillante. Alors, mythe numéro 1, l'éducation bienveillante, c'est être trop mou. Un des mythes les plus répandus, c'est l'idée que l'éducation bienveillante mène au laxisme, au manque de cadre. On entend souvent « les enfants élevés dans la bienveillance deviendront des enfants rois ». Terme d'ailleurs qui n'existe pas en suédois, culture reconnue pour éduquer des enfants particulièrement heureux et pays où l'indice de bonheur est élevé, autant chez les adultes que chez les enfants. On a quand même une réflexion à aller vérifier là.
Mais est-ce vrai qu'on en fera des enfants rois? En réalité, là, poser des limites, c'est indispensable pour sécuriser l'enfant et lui permettre de grandir sainement. Ce qui change, c'est la manière dont on met ces limites. C'est l'intention qu'il y a derrière ces limites. Un cadre structurant, ça signifie pas écraser l'enfant ou l'obliger à obéir sans comprendre puis sans questionner. J'aime ça faire des parallèles avec le monde des adultes. Dans le monde du travail, un bon patron, là, ça crie pas sur ses employés pour obtenir du respect. Il établit un cadre, il explique ses attentes, il fait preuve de fermeté, mais aussi d'écoute puis d'accueil. Celui qui crie, qui écoute pas, il obtiendra pas. Il va obtenir de la peur puis de la distance de la peur de ses employés. Pas du respect, pas de la collaboration. Si je prends dans un couple, on construit pas une relation saine en imposant notre volonté à l'autre. L'équilibre vient du respect mutuel. Pourquoi ça serait différent avec un enfant? Parce qu'ils sont petits, qu'ils se développent. Si on utilise ce seul argument, alors on est dans l'infantisme, un concept on se place au-dessus d'eux, au niveau du respect et de la considération. C'est un problème. Moi, j'ai l'impression que c'est justement pour cette raison qu'il faut qu'on soit un bon exemple, en incarnant cette posture d'écoute puis de bienveillance, parce qu'ils sont en développement, parce qu'ils absorbent tout ce que nous sommes et ce qu'ils reçoivent comme la chose à faire. Je veux que mon enfant apprenne dès maintenant qu'il mérite le respect et la considération pour qu'il puisse reconnaître l'inverse quand il va y faire face en grandissant. Deuxième mythe, l'éducation bienveillante, c'est négocier avec son enfant. Ça, c'est un autre mythe fréquent, c'est que l'idée que l'éducation bienveillante consiste à demander la permission aux enfants pour tout, puis à négocier chaque limite. Mais alors, je vais devoir lui expliquer pourquoi je lui demande de mettre ses bottes parce qu'il y a de la pluie. Non, absolument pas. L'adulte reste le repère, celui qui guide, celui qui pose un cadre. Lui laisser tous les choix, c'est lui faire peser le poids de la relation, puis c'est pas son rôle. L'enfant n'a pas les capacités cognitives pour comprendre un raisonnement complexe. Mais c'est pas pour autant qu'on doit être rigide, froid ou bête ou imposant. On ne cherche pas à convaincre l'enfant à tout prix, mais à poser des repères clairs tout en restant connecté avec lui. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas est-ce que je lui explique ou pas, mais est-ce que je lui impose avec rigidité et froideur ou est-ce que je reste dans une posture de bienveillance ou d'accueil? Est-ce que j'ai vraiment l'intention de prendre soin de lui ou je veux simplement mettre des limites parce que je suis l'adulte puis que c'est moi qui décide? C'est là quelle est la différence. Donc oui, dans une éducation respectueuse, on pose des limites et un cadre, sans aucun doute. Mythe numéro 3. L'éducation bienveillante empêche l'enfant d'apprendre la frustration. Certains croient que si un enfant n'est jamais puni, il ne vivra jamais de frustration et deviendra incapable de gérer justement ces difficultés-là dans le reste de sa vie. Mais il va bien falloir qu'il apprenne que dans la vie, il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. C'est vrai, je suis d'accord. Mais la frustration elle fait déjà partie de la vie, même sans qu'on ait besoin de l'imposer intentionnellement. Il veut un jouet maintenant, mais on est à l'épicerie. Il veut un biscuit avant le repas, mais c'est vraiment pas le moment. Il veut rester au parc, mais c'est l'heure de partir. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui crée artificiellement des frustrations. Il en vit déjà suffisamment. Ce qui compte, c'est comment on l'accompagne dans ces moments-là. C'est ça qui va faire qu'un enfant va apprendre à gérer sa frustration. Plutôt que d'ajouter une punition pour qu'il apprenne, on peut le soutenir à travers cette frustration-là. Lui montrer comment gérer ses émotions et trouver des solutions. Et en fait, il apprendra bien mieux la frustration parce qu'il la vivra au complet. Il va la traverser. C'est en exprimant puis en traversant une émotion au complet qu'on peut apprendre à la naviguer, pas en l'étouffant. Ce qu'il apprendrait dans ce cas-là, c'est à ne plus l'exprimer
ce qui n'est pas sain ni aidant. À ce sujet-là, je vous invite à aller écouter l'épisode 43 que j'ai fait avec Annie-Claude Boivin. C'est un épisode complètement dédié au thème de la frustration puis des limites. Ou aussi l'épisode sur la montagne émotionnelle avec Pénélope Allen qui nous explique justement comment traverser les grandes émotions aux côtés de nos enfants. L'éducation bienveillante, c'est pas synonyme d'absence de cadre. Elle repose sur la cohérence puis la fermeté respectueuse, mais aussi sur l'expression des émotions, parce que toutes les émotions font partie de la vie, de la naissance à la tombe. Et justement, ça nous emmène au point suivant. Forcer un enfant ne fonctionne pas. La science l'explique. Dans l'épisode 36 avec Catherine Simon-Paquet, on a exploré que la science du développement, la psychologie, nous apprend justement sur l'éducation respectueuse de nombreuses choses. Puis un point est ressorti, un enfant est naturellement fait pour découvrir, explorer et aller vers ce qui l'aide à répondre à ses besoins. C'est la théorie de l'autodétermination. L'humain, dès sa naissance, est programmé pour apprendre, interagir et grandir dans un environnement qui est sécurisant. Tout ça va favoriser son épanouissement. La recherche montre qu'un enfant accompagné avec bienveillance a plus de chances de se développer pleinement puis de s'épanouir selon son plein potentiel. C'est ça qu'on souhaite, non? Pour tous. Dans un environnement où l'enfant ressent de la peur, du stress de façon régulière, son cerveau se ferme, ses capacités sont moins grandes. Ce stress, cette alarme-là, elle peut être causée simplement par des horaires surchargés, des méthodes éducatives punitives, stressantes ou humiliantes. C'est ce qu'on appelle parfois des violences éducatives ordinaires. Des gestes qui vont être banalisés comme les punitions, de l'isolement, de l'humiliation. Mais tout ça, ça nuit au développement de nos enfants. Et on le sait scientifiquement maintenant. Mais alors, si les enfants sont naturellement portés vers l'apprentissage et la connexion, pourquoi ils se braquent? Pourquoi ils se ferment face aux limites qu'on leur impose? Puis c'est là que je vous invite à aller écouter l'épisode 33 que j'ai fait avec Sarah Hamel, qui nous aide là, vraiment à comprendre un autre phénomène naturel, c'est l'instinct de contre-volonté. Quand un enfant se sent contraint, il développe instinctivement une résistance. C'est naturel, instinctif, il y a une raison développementale à ça. Mais on a appris à percevoir tout ça comme de la provocation ou de l'opposition. Mais en réalité, c'est une réaction instinctive face à une perte de contrôle sur son environnement ou un signe de manque de connexion. Plus on impose des limites avec rigidité, plus l'enfant se ferme. Plus on le force, plus il lutte pour retrouver un sentiment de pouvoir. Et c'est là que connexion et collaboration sont indissociables. Quand un enfant se sent écouté et compris, qu'il perçoit que les adultes autour de lui tiennent compte de son ressenti, il coopère plus naturellement. Non pas par soumission, mais parce que la relation devient son point d'ancrage sécurisant. L'attachement, toujours l'attachement. Un enfant qui se sent connecté avec l'adulte est un enfant qui collabore mieux. Un enfant qui se sent contraint, sans compréhension, cherche à reprendre du contrôle, parfois en résistant fortement. C'est instinctif. Puis, en passant, on est très content que cet instinct existe. C'est ce qui fait normalement que votre enfant ne suivra pas n'importe quel inconnu dans la rue, pour la simple raison que c'est un adulte. Son instinct devrait lui dire « Je ne suis pas attaché, je ne ressens pas d'attachement envers cette personne, je ne ferai pas ce qu'il me dit. » Contrairement à un enfant qui a appris à écouter les adultes pour la seule raison qu'ils sont des adultes. Ce que nous montrent ces deux épisodes-là, c'est que le développement puis l'apprentissage d'un enfant sont profondément liés à la manière dont il est accompagné.
D'un côté, la neuroscience puis la psychologie nous confirment que les enfants s'épanouissent plus lorsqu'ils sont soutenus avec respect et bienveillance. Puis de l'autre côté, la science du développement nous explique pourquoi les rapports de force puis de rigidité peuvent entraîner des blocages puis des résistances naturelles. Ça veut dire que poser des limites, c'est essentiel, mais la manière dont on les pose fait toute la différence. Le rôle de l'adulte, poser des limites avec conscience puis engagement, bien sûr, parfois, surtout à certaines périodes du développement, les enfants ne sont pas en mesure de comprendre ou d'exprimer toutes leurs émotions avec clarté. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le rôle de l'adulte prend tout son sens. L'enfant a le droit de réagir, mais l'adulte a la responsabilité de la relation. Vous êtes en train d'aider un être humain à se construire. C'est normal que ce soit complexe. Reconnectez-vous à votre humanité. S'il vous plaît, ne vous laissez pas guider par votre besoin de pouvoir. Ne laissez pas le regard des autres vous détourner de ce qui est juste, de ce que votre cœur sait déjà. Parce qu'un jour, cet enfant deviendra un adulte qui saura poser ses propres limites, accueillir ses émotions, puis traiter les autres avec respect, parce que c'est ce qu'il aura connu et vécu. Honnêtement, je rêve du jour où j'aurai pas à brandir la Convention des droits de l'enfant pour rappeler une vérité pourtant si simple. Les enfants sont des êtres humains à part entière. Je rêve du jour où on n'aura plus besoin d'ajouter le mot « bienveillante » pour parler d'éducation, parce que le respect et l'écoute seront une évidence pour tous. Bien sûr, les enfants et les adultes ne sont pas égaux en termes de responsabilité. L'adulte, c'est le repère, celui qui protège, celui qui guide, celui qui prend soin. Mais au regard de la dignité puis du respect, nous sommes égaux. On ne devrait plus avoir à justifier qu'un enfant mérite d'être entendu, accompagné avec patience puis élevé avec amour et douceur. On ne devrait plus avoir à choisir entre autorité et bienveillance, entre cadre et respect, entre éducation et connexion, entre leurs besoins et les nôtres. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de choisir une méthode, mais simplement d'être humain. Puis ce jour-là, j'aurai plus à défendre l'idée qu'un enfant a le droit d'être traité avec douceur, qui mérite qu'on tienne compte de son ressenti, qui a le droit de poser ses limites, qui a le droit d'être accompagné dans la découverte de son autonomie à son rythme à lui. Je rêve du moment où je pourrai parler d'éducation et de parentalité sans étiquette, sans débat polarisé, sans ces mythes qui nous empêchent d'avancer. Le jour où ce qu'on appelle aujourd'hui éducation bienveillante sera simplement de l'éducation. Le jour où accompagner un enfant avec amour, avec des repères clairs, mais dans le respect de son individualité, ça sera plus une posture à défendre, mais la seule qui semble naturelle. Puis ce jour-là, on aura fait un pas immense. Puis en attendant, je vais continuer d'en parler. On continue de réfléchir, de déconstruire, d'apprendre, puis d'avancer ensemble. Je suis là, puis je vais être à vos côtés, puis je vais continuer. Alors, si vous avez envie d'aller pousser certains de ces aspects-là, je vous invite à aller écouter l'épisode 36 avec Catherine Simon-Paquette, l'épisode 33 avec Sarah Hamel sur la contre-volonté, l'épisode 44 avec Annie-Claude Boivin sur la frustration et aussi l'épisode sur la montagne émotionnelle avec Pénélope Allen. Alors, sur ce, j'espère avoir bien nourri votre réflexion sur l'éducation bienveillante. J'espère avoir semé plein de graines de réflexion puis de discussion. Si ça résonne avec vous, partagez, s'il vous plaît, partagez, parce que c'est la meilleure façon de me soutenir, de soutenir les propos, puis de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui ont envie d'accompagner les enfants sur un chemin respectueux. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La nature de l'enfance.